Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue dans la suite de notre épisode avec Lucille. On s'intéresse ici, et dans l'épisode précédent, à l'illustration et à son pouvoir pour dynamiser ta communication. La semaine dernière, nous avons vu différents cas d'utilisation. Cartes postales, cadres imprimés, tapisserie, tissus pour meubles, cartes au trésor. La liste est longue et c'est ça qui est super. Tu peux faire vivre ta marque et son univers sur de nombreux supports. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au process créatif qui en découle, mais aussi aux étapes à ne pas oublier pour pouvoir l'intégrer une fois réalisé. Juste avant, tu parlais de travailler en process avec un illustrateur qui va ensuite passer par exemple par un imprimeur pour faire ton tissu, pour faire ton papier peint, pour faire etc. tes cartes postales, enfin vraiment tout le support. Comment on travaille du coup avec un illustrateur ? C'est quoi les étapes généralement ? Alors ça va dépendre des personnes avec lesquelles on travaille. Moi, j'ai une façon de travailler qui va se découper finalement un peu de la même manière que pour la création d'une identité visuelle, à peu de choses près, mais ça va être de faire un brief créatif et émotionnel après la prise de la demande. Donc ça va être de retranscrire effectivement à ce moment-là, non seulement de premières idées, mais aussi vraiment d'essayer de... Enfin, moi dans mon cas, je donne ma méthode à moi. J'aime bien l'idée de reformuler donc la demande de mes clients pour être sûre déjà d'avoir bien saisi exactement où on va. Et ensuite, en fait, d'y apporter une dimension émotionnelle en utilisant vraiment un lexique qui va se rapporter à l'émotion. Genre, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre justement avec ces illustrations ? Parce que, je sais pas, il y a peut-être des gîtes, leur créneau, c'est les nuits d'horreur. Et dans ce cas-là... On va faire un truc tout joyeux. Voilà, c'est ça. Ce sera peut-être pas le même délire que on veut une atmosphère sereine ou alors on accueille beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, donc il faut que ce soit joyeux, que quand même il y ait des... Enfin voilà, ça va être très différent. Donc c'est d'imaginer en fait ce que le client va pouvoir ressentir en arrivant au gîte ou avec son expérience vis-à-vis de l'illustration. On n'est pas encore justement dans l'illustration pure, on est vraiment dans le décryptage de OK, qu'est-ce qui se passe en fait dans le gîte ? Comment se sentent les gens ? Voilà, c'est quoi le but du projet ? Histoire qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Okay. Ensuite, il va y avoir des concepts visuels. Donc là, pour le coup, moi, je vais présenter par exemple 2 ou 3 moodboards, ça va dépendre des contrats. Et à ce moment-là, ça va être des moodboards vraiment sur, pas le style illustratif, mais plutôt des couleurs, des ambiances. Parce que justement, si on est sur de la déco ou si on est sur la création de cartes postales, ça va pas être la même chose. Du coup, le moodboard va être totalement différent. On n'est pas sur la même base. Quand c'est de la déco, on va avoir un moodboard avec peut-être des ambiances de couleurs ou de motifs. Quand ça va être des cartes, on va être sur justement peut-être des moodboards qui vont présenter des travaux d'illustration de bâtiments, peut-être, de façades, de mobilier, etc. Voilà, de paysages, tout ça. Ouais. En fait, pour clarifier, un moodboard, pour J'allais ceux te poser qui la question. peut-être pas savent pas, c'est un assemblage de photos ou d'illustrations. Alors, c'est pas du tout le résultat final, enfin, ça ne représente pas le style graphique final, mais ça va aider à poser des bases visuelles. Ça va être un assemblage, par exemple, de photos qu'on va prendre. S'il y a des gens qui ont Pinterest, ils vont comprendre. Ça va être un peu comme un tableau Pinterest. Pour donner une ambiance, pour donner une image et pour savoir visuellement où est-ce qu'on va. Parce que ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire un moodboard et que la personne en face me dise « Ah, mais je supporte pas, par exemple, le violet. » Et tu fais un moodboard où il y a du violet, ça te permet d'aiguiller, tu fais un second moodboard, il n'y a pas de violet. Mais ça, normalement, on le débriefe avant parce qu'il y a, dans le brief créatif et émotionnel, je pose beaucoup de questions sur justement les besoins, mais aussi les attentes, en termes de justement, est-ce qu'il y a une couleur que vous détestez et que tu veux jamais retrouver. C'est ça, que vous aimez pas du tout.
Est-ce qu'il y a des gîtes dont vous aimez pas du tout justement la communication, la décoration? Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont tapé dans l'œil et vous vous dites, ah bah ça, genre, c'est vraiment un style que j'aimerais retrouver, une ambiance que j'aimerais retrouver chez moi. Ça va se faire dans le brief. Et ensuite, on va passer au mood board. Donc, normalement, il n'y a pas de violet dans le mood board. Du coup, Mais ça peut arriver de ne pas être exactement sur la même longueur d'onde. Et à ce moment-là, on reclarifie jusqu'à ce qu'on soit sur un mood board qui vraiment plaise au client. Et où il se voit, quoi. Parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et là où ça va changer vis-à-vis du design graphique, où on va faire forcément des propositions de logo et tout ça, là, on va faire des propositions de croquis. Parce que selon le projet, c'est pareil, on va faire des croquis différents. Ça peut être du coup des motifs, du mobilier, des façades, des lieux, des scènes de vie, des petits personnages, enfin peu importe. On va faire des croquis, donc en noir et blanc dans un premier temps pour valider uniquement un concept ou une idée. Et ensuite, on va faire des croquis en ajoutant la palette de couleurs. Alors les couleurs en général sont pas définitives, c'est-à-dire que ça peut varier parce que quand moi je vais travailler sur la version finale, il y a peut-être des choses qui vont que tu te un rends peu compte être que... modifiées. Ouais. Ouais, je me rends compte que le fond, il vaudrait mieux qu'il soit un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé. On change pas la palette, mais on change peut-être l'endroit où Ouais. les couleurs vont être. Et enfin, on passe à l'illustration en couleur, où là, justement, on est sur l'illustration finale. Et l'avantage de ce système, c'est comme on a validé un concept avant, qu'on a validé des croquis, qu'on a validé un code couleur, il n'y a plus trop de surprises à la fin, quoi. Et quand tu dis croquis, est-ce que du coup ça t'arrive de travailler sur papier ou alors c'est vraiment que enfin, je sais, mais je te pose la question pour les auditeurs, mais par exemple sur la suite Adobe, sur des applications, ce genre de choses, comment tu travailles du coup généralement? Ce qui se passe en général, c'est que moi, je fais des croquis papier dans mon coin, mais il faut dire ce qui est, c'est pas très beau et ça permet pas beaucoup de se projeter. Hmm. En règle générale, alors ça dépend. Il y a des fois où vraiment, comment Ça dire? dépend de l'inspi ou du projet, quoi. Oui, voilà, des fois ça dépend du projet parce que tu vas faire plein de croquis différents ou par exemple, pour des motifs, forcément, tu vas faire des éléments différents. Si c'est floral et qu'il y a des bâtiments ou des façades ou des choses comme ça, tu vas décider peut-être plein de façades, plein de fleurs, enfin plein de choses. Et ensuite, en fait, tu vas décider du motif. C'est déjà arrivé dans certains projets que j'ai pu faire en agence où le client, rien de ce que tu lui montres ne lui tape dans l'œil, puis tu lui montres ta planche horrible avec plein de croquis, il regarde un tout petit truc et il fait c'est ça. Et du coup, tu serais passé à côté si tu n'avais pas proposé ça. C'est quand même assez rare. Moi, ce que je fais en général, c'est que oui, je fais des croquis pour moi un petit peu moches sur du papier. Et ensuite, je passe sur mon iPad. Et pour le coup, je travaille beaucoup avec Procreate, qui est une Ok. application de dessin. Et là, je reprends, on va dire, les 3 meilleures idées. Et je fais des 3 croquis qui sont quand même bien aboutis au trait pour qu'on puisse vraiment voir. Alors des fois, ils sont pas super beaux parce que on va pas non plus rendre un truc hyper clean parce Ouais. qu'après, Si tu sais si pas, ça c'est la plaît version pas, finale, c'est une perte de temps. voilà, ça fait perdre du temps. Un croquis, c'est suffisant pour valider une direction. Euh, donc, va y avoir un petit peu des traits partout quand même, mais c'est suffisamment propre pour qu'on vraiment on arrive à se projeter dans ce que pourrait être l'image finale. Et ça, effectivement, je fais beaucoup ça sur Procreate. C'est très rare que je reprenne sur d'autres logiciels de dessin. Hmm. Donc là, on a le process de création. On a comment aller jusqu'au bout du travail et valider l'illustration. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que c'est imprimé ou alors tu l'as entre tes mains? Enfin, c'est quoi les étapes? Oui. En fait, il y a plusieurs solutions. Soit l'illustrateur ou le graphiste, enfin par exemple moi je suis graphiste et illustratrice, donc c'est possible euh, de mettre en forme les supports sur lesquels vont être apposées les illustrations. Par exemple, si tu me dis j'ai un gîte, je veux faire des étiquettes pour mon miel, pour justement ma Hmm. petite boutique pour mes clients du gîte, je peux faire l'illustration et la poser sur l'étiquette. Et ensuite, à ce moment-là, je fais le fichier final
Et après, tu t'occupes d'aller chez l'imprimeur pour Ok. faire imprimer tes étiquettes et pour savoir justement quelles vont être les spécificités d'impression, comment ça va fonctionner. Soit tu peux faire appel uniquement à un illustrateur qui va te donner les illustrations sous différents formats et ensuite faire appel à un graphiste ou à ton graphiste habituel parce que peut-être il a déjà fait ton identité visuelle, tu Hmm. lui fais confiance sur ce point-là. Et lui, il fera l'étiquette avec ça. Et éventuellement, s'il y a le moindre souci, je veux dire, on peut être en ligne directe avec le graphiste pour reprendre des détails. Et après, ça part justement à l'impression. Et là, ça dépend encore du prestataire. Il y a des graphistes qui prennent en charge, entre guillemets, la partie impression parce qu'ils ont déjà des contacts, ils ont des entreprises pour justement des secteurs particuliers. Ils savent, ils communiquent directement avec les imprimeurs pour obtenir le meilleur résultat. Et il y a des graphistes, par exemple comme moi j'ai pas trop de contacts dans l'imprimerie, je sais faire les fichiers. Par contre, c'est pas moi en général qui m'occupe de la liaison directe, je fais pas de liaison directe avec les imprimeurs. D'accord. Et je suppose que c'est compliqué la liaison avec les imprimeurs, non? Ça peut devenir compliqué. C'est en grande partie moi pour ça que je le fais pas parce qu'en fait, euh, des fois, c'est mieux pour les clients, par exemple pour les gens qui ont un gîte, d'être en liaison directe avec leur imprimeur parce qu'ils vont Hmm. leur dire des choses qu'ils vont pas nous dire à nous. Et inversement. Parce que dans une conversation, parfois, enfin, je veux dire, il va y avoir des spécificités qu'on n'aura pas eu en tête parce qu'on a fait le travail graphique, mais on n'a pas parlé, par exemple, de comment va être positionné ton pot de miel, par exemple. Ok. Est-ce qu'il sera sur une étagère? Comment il sera conditionné? Et ça, en fait, ça va être aussi, ça va te permettre de choisir possiblement le contenant, si Hmm. il est différent, et ensuite de choisir justement comment vont être imprimées tes étiquettes. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas forcément prévoir. Par exemple, j'ai déjà eu le cas d'une marque avec laquelle j'ai travaillé. Ils ont changé de bouteille au milieu du projet parce que pour Ah, des spécificités différentes, enfin pour des ouais, tu te raisons rends compte que c'est comme ça qu'il spécifiques. faut le faire, quoi. Voilà. Et là, en fait, si on avait déjà fait l'étiquette, le problème, c'est que l'usine qui produisait les bouteilles, qui mettait en bouteille, faisait déjà les étiquettes chez elle. Et donc, c'était pas le même format. Et du coup, si c'est pas le même format, voilà, il faut refaire le graphisme, etc. Donc, finalement, des fois, c'est mieux de pas être en direct parce que l'imprimeur, lui, ou le fournisseur si c'est des produits de savon, de miel, etc., il va savoir, lui, sur quoi il faut Hmm. apposer, comment ça va marcher. Il va peut-être avoir des graphistes en interne qui vont s'occuper de créer les étiquettes, tout ça. Ça fait beaucoup d'allers-retours, alors que tu pourrais simplement avoir ton fichier, l'emmener, dire voilà, je veux tel pot, je veux ça, Ouais. et laisser un pro s'en occuper plutôt que d'avoir trois interlocuteurs. Devoir dire au graphiste, alors le pot il est comme En ça, fait, l'étiquette c'est 5 en fait, cm ce n'est 5 pas un sur pot. ça. C'est C'est une un tube assiette. en fait. c'est, voilà, c'est une assiette finalement. Comment on fait? Donc voilà, c'est comment dire? Ouais. Pour moins de surprises, vaut mieux faire comme ça, quoi. Ouais. Et puis c'est plus long parce Hmm. que forcément, quand t'as pas toutes les spécificités en tête, tu peux faire des erreurs ou tu peux ne pas savoir. Enfin, il y a des choses qui sont spécifiques, par exemple pour l'alimentation ou enfin, ne serait-ce que pour du packaging alimentaire ou même des sets de table. Les sets de table, il faut que ce soit imprimé chez un professionnel qui a des encres que tu peux manger. Parce que pour pas t'intoxiquer au Ouais, faut cas pas où se faire un tu double avalerais pain un ou bout de autre. set de Ouais, papier. j'avoue, ouais. Et Putain, mais ouais, c'est vrai. voilà. Hmm. Donc, Pas et bête. ça, c'est hyper spécifique. Ne laissez pas mourir vos clients. C'est ça. N'intoxiquez pas vos clients à l'encre. C'est ça. Mais en fait, c'est toute la complexité parce que en réalité, je pense que quand on est vraiment que illustrateur, toutes ces choses-là, toutes ces contraintes très très techniques, je suis pas sûre qu'on les ait toutes en tête. Enfin moi par exemple, tu Hmm. vois tout ce qui est packaging relié à l'alimentaire, c'est uniquement parce qu'en agence j'ai bossé sur des choses comme ça que je sais que l'encre ça se mange pas. Enfin, je veux dire que tu vas devoir avoir des normes et des supports bien Ouais. spécifiques. En vrai, si tu t'occupes que de faire le design et l'illustration, euh, il y a beaucoup d'illustrateurs, leur métier, enfin leur compétence vraiment principale, c'est vraiment de faire l'image. C'est pas forcément de se demander
combien de millimètres de fond perdu il faut laisser, comment il faut que les encres soient, enfin, est-ce qu'il y a un Ouais, gros ça doit être label dingue. rouge qui doit mesurer 2 centimètres sur 3, enfin, voilà. Complètement. C'est des contraintes à avoir avec des professionnels, vraiment, les imprimeurs Exactement. qui Et je font pense à un ça. truc, tu vois, Voilà. ça me fait penser, tu vois, je connais un gîte qui fait son propre cidre aussi et qui met sa propre étiquette, etc. C'est le gîte Bleu New. Voilà, je lâche aussi, je fais mon petit, mon petit coucou. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'au final, là, on touche à de l'alcool, à quelque chose qui peut être dangereux, qui est très normé, etc. Il y a peut-être des choses qu'on pense pas forcément à mettre sur l'étiquette, mais qui sont obligatoires. Donc c'est vrai qu'il Oui. y a plein de trucs à penser, finalement. Oui, puis tu sais, enfin, au-delà du fait que ça doit apparaître, il y a des choses Oui, qui doivent c'est la avoir des position aussi, tailles ouais. bien spécifiques. Ouais. On te dit que, genre, par exemple, l'alcool, je crois que le pourcentage d'alcool, enfin, le volume Hmm. d'alcool, il doit être indiqué, en fait, avec une grandeur de caractère assez spécifique. Ok. Donc, Ouais, il faut pas le donc cacher de voilà. toute façon. Donc à mon avis, ouais, ça doit être très normé, ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. Ouais. Hmm. Donc faites attention. Voilà, donc ça relève plus du travail du graphiste que de l'illustrateur, et plus d'un travail de graphiste spécialisé, peut-être qui sera déjà, Ouais, dans le secteur où heu vous allez faire en termes de ouais, produits, quoi. c'est ça. Ok. Donc du coup, là, on a fait un gros tour de toutes les étapes, de la création, de en quoi ça touche, l'illustration, quel univers représenter, le type de produit que tu peux faire, les trucs qu'il faut surtout pas faire et sur lesquels il faut faire hyper gaffe, genre notamment l'encre, etc., etc. Et est-ce que du coup, tu as d'autres conseils à partager qui te semblent obvious et qu'il faut surtout pas zapper, ou tu penses que déjà là, on a fait un bon tour? Je pense qu'on a fait un bon tour. Après enfin, honnêtement, il y aurait tellement de choses, Ouais, bah oui. enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, dites ou faites, notamment effectivement de l'ordre du promotionnel et tout ça. Je pense par exemple, il y a peut-être des gîtes qui reçoivent des gens pour des mariages, des choses comme ça. Donc là, par exemple, faire une petite carte de comment on arrive jusqu'au gîte pour pouvoir glisser, dans les dans les faire-part, ou proposer un service de Hmm. faire-part parce qu'on a déjà justement des prestataires, avec lesquels on aime bien travailler, tout ça. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des moyens aussi de faire des ponts avec potentiellement les autres activités du gîte ou des éléments annexes, voilà, ce serait le seul point que je rajouterais, je pense. Alors, merci pour tes conseils, parce que franchement, tout ce que tu as partagé, c'était top. Il y a tellement de matière à travailler et il y a plein de petits détails qui sont hyper intéressants. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le thème de l'épisode. Maintenant, il y a la question de fin d'épisode. Roulement de tambour. Je te l'ai pas partagé, donc c'est surprise pour toi aussi. Donc, j'ai hâte de voir. Plus le temps passe et plus je vois les gîtes et les chambres d'hôtes comme des freelances comme toi et moi. Et finalement, je me rends compte qu'on passe tous par les mêmes galères, que ça soit pour marketer nos offres, que ça soit pour trouver son rythme, structurer son activité, etc., etc. Il y a tellement de sujets qui sont vraiment les mêmes. Et donc du coup, je voulais savoir, pour toi, quelle a été ta plus grosse difficulté dans ton activité de freelance et comment tu as fait pour la surpasser? Je réfléchis. En Vas-y. fait, je pense que la plus grande difficulté, honnêtement, ça va peut-être paraître, et en même temps, je pense que ça peut faire écho, à certaines personnes, justement qui vont écouter, qui ont des gîtes ou quoi. Ça a été de se lancer, genre vraiment. C'est-à-dire de faire le plan de, OK, genre, je vais quitter mon emploi, salarié pour faire autre chose. Hmm. Et honnêtement, moi, c'est ce qui a été le plus compliqué. C'est-à-dire alors pas tant de préparer, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a moins de préparation que quand, tu te dis: «Bon, je vais quitter mon job, pour justement ouvrir un gîte ou trouver le lieu et cetera». Mais ce Ouais, côté, où, tu dois faire des plans, tu dois faire entre guillemets «ton business plan», tu dois savoir comment tu veux que ça roule, sous combien de temps, et comment tu vas gérer finalement tout.
Ouais, dans un clairement. premier temps. Ton lancement, ta communication, ton statut, enfin voilà. Et en fait, je trouve que le plus dur, c'est de passer à l'action. Enfin, c'est ce truc enfin moi, ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été de vraiment de me dire, ok, là, je vais faire un shift. Va pas avoir de sens pour beaucoup de personnes parce que j'avais un job en CDI que je démissionnais. Donc, enfin, c'était vraiment, je déménageais. Enfin, vraiment, c'était La le totale. changement, la totale, tu vois. Et vraiment, tu dois outrepasser ce côté. Tu sais que quand tu vas en parler peut-être à tes proches, tout ça, ils vont te dire, mais t'es complètement gaga. On est en pleine pandémie. Qu'est-ce que Ah bah tu oui, t'as fais? passé un plus. Ah non, mais oui. Ah, tu rajoutes Oui, un truc sympa, ouais, j'avoue. ouais, voilà, on était ouais, en pleine pandémie. Voilà, je veux dire, il y a un côté très compliqué dans le fait de se lancer. Et je pense de se dire, ok, peut-être que vont penser mes proches de cette décision. Euh, Est-ce que je vais être vraiment soutenue? Est-ce qu'on va pas me dissuader en me disant, mais c'est trop dur, enfin, tu te rends pas compte, il y a tellement enfin de possibles imprévus. Hmm. Enfin, je veux dire, c'est un chamboule tout. Et je pense que quand tu ouvres un gîte, justement, Ouais. quand tu dois débloquer des fonds, tu dois retaper peut-être un endroit ou juste te dire, ok, genre, j'en ai vraiment marre de mon boulot salarié, je veux partir, mais je veux ouvrir mon gîte, mais comment je fais, etc. Ce côté, il faut faire le pas, il faut sauter le pas. Ouais. Et c'est super dur, je trouve. Enfin, c'est la plus grande. Je pense que le reste, honnêtement, enfin, moi, Ouais, une j'étais fois là que avec ma t'es lettre. dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, t'as plus le choix, en fait. Alors que quand t'es là avec ta petite lettre, genre, petite Je émission la et que pose tu... pas, je la pose, je la pose. C'est ça. C'est genre... c'est de le dire aussi, de dire, ok, c'est bon, genre, je m'en vais. Ouais, c'est Enfin, d'accepter moi, le c'était le truc. plus dur. Ouais, c'était le plus difficile, c'était ça. Et comment j'ai surmonté? Ben, en fait, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. C'est-à-dire que, bon, déjà, je l'ai assumé comme une décision, c'est-à-dire que je l'ai dit à tous mes proches comme si, Ça va enfin, se comme faire. si c'était le cas. Mais Hmm. voilà, mon choix, il est fait. Genre, vous avez pas, vous pouvez rien. Il n'y a pas de Tout ce que vous négoce. pourrez dire, voilà, ne me fera pas changer d'avis. Et en fait, de les faire participer. Enfin, moi, ça a été un truc où, en fait, je fais participer tout le monde autour de moi. C'est-à-dire que mes parents, ils étaient professeurs, donc ils relisent absolument tout ce que Tout est j'écris. contenu. Ouais, tous mes contenus. Ils m'envoient. Des fois, je poste un truc, dans les 5 minutes, j'ai un petit message de ma maman qui me dit alors attention, Trop t'as mignon. oublié, ouais, c'est à tel endroit. Ah, c'est Enfin, trop chouette. ouais, ouais, non, je fais beaucoup participer ma famille, je fais participer mes amis parce que je leur offre mes créations. Enfin, comme j'ai une boutique en ligne d'illustration, j'aime bien leur offrir des choses aussi, des petites exclus, Hmm. voilà. Et en fait, je trouve que s'entourer, euh, et c'est bien s'entourer, c'est vraiment le principal. C'est vraiment un truc. Voilà, je sais que j'ai fait un bond énorme depuis que je suis dans Inside, justement dans la communauté dans laquelle on s'est rencontrés, grâce à laquelle on s'est rencontrés. Et je trouve que c'est le must, c'est voilà, c'est un pas qui est difficile à franchir de se lancer, de faire fonctionner son activité et de se dire ok, ça va marcher parce qu'il y a beaucoup de Hmm. doutes, etc. Ouais, bah oui. Et du coup, bien s'entourer, les faire participer, leur montrer tout ce qu'on fait. Voilà, c'est quelque chose que je trouve chouette parce que ça implique aussi les gens. Et c'est ton projet, mais avoir des gens derrière qui te disent alors et tout, Ouais. ce truc, Qui ça prennent sort des quand? nouvelles, t'encouragent quand t'es en période de creux, etc. Et t'es en doute et t'as quelqu'un pour en parler, c'est le Ouais, plus important. c'est ça. Et puis s'entourer peut-être d'autres personnes qui ont déjà justement eu ce truc d'ouvrir leur gîte ou alors qui ont des gîtes Hmm. qui marchent bien et de poser vraiment des questions, des vraies questions, quoi. Complètement. Et ça, je le partageais, tu vois, dans l'épisode qui est sorti lundi dernier, dans l'épisode 14, la force du réseau, en fait. C'est pour moi, quand tu te lances,
c'est hyper important d'avoir ton propre réseau, même si tu n'es pas encore lancé, etc., si ton gîte n'est pas ouvert, etc., etc. Le fait d'avoir des personnes qui sont déjà dans ce milieu-là, qui connaissent globalement les difficultés, les différentes étapes ou ce genre de choses, ça te permet en fait d'avoir un regard terrain qui va soit te rassurer, soit te dire Yann, tu fais une grosse connerie, fais surtout pas ça et va vers tel prestataire parce que y a ça qui est mieux, ou alors bref. Et d'avoir les deux pieds dans ces deux univers, c'est hyper important. Ouais, et je pense que ça crée aussi, c'est ce qui permet de créer l'équilibre. Parce que Ouais. des fois, on va se mettre la pression pour des choses. Enfin, par exemple, nous, on a entièrement rénové notre appartement. Et donc, j'imagine, tu vois, que quand tu achètes, par exemple, une vieille longère avec l'idée d'en faire 10 chambres d'hôtes, tout ça, tu dois te retrouver des fois dans des situations où tu te dis, oh là là, mais genre, j'arriverai jamais au bout, c'est super dur. Et en fait, d'un côté, justement, tu vas avoir, entre guillemets, t'as tout ce côté famille, amis, qui sont pas du tout là-dedans et qui vont être purement dans l'affect, enfin, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils vont te dire un petit peu, enfin, entre guillemets, c'est eux qui vont te pousser un petit peu du côté ça va aller, et puis si ça Ouais, va pas, réconfort. il y aura autre chose, enfin le réconfort. Et de l'autre Ouais. côté, cette équipe d'autres professionnels qui vont dire, ok, mais genre concrètement, du coup, Il se passe quoi là? voilà, moi j'ai fait ça, ça a marché, ça a pas marché. J'ai fait appel à tel artisan, ça a bien marché, ça a pas marché. Et ces deux côtés, je trouve qui te permet aussi de relativiser, parce que moi des fois je me mets enfin, Des je pressions suis de une malade, personne, ouais. c'est les montagnes émotionnelles, tu vois, les Hmm. montagnes russes. Et des fois, je suis dans des moments de dingue où je suis là, oh mon Dieu! Et genre, en fait, mes amis, ils sont là, mais quoi, personne va mourir, tu vois. Genre, à ce côté hyper extérieur qui te dit, mais c'est pas grave, Lucille, c'est pas grave. Et les pros de l'autre côté, tes collègues, entre guillemets, qui vont me dire, ok, genre la solution concrète, c'est peut-être ça. Ouais, mais t'as totalement raison. Faut trouver l'équilibre entre les deux univers et c'est hyper important. Moi, je l'avais pas ce côté réseau aussi à l'époque. Et c'est le confinement qui m'a fait que je me suis retrouvé en mode oh, j'ai plein de questions. Et avant, j'étais en mode je peux tout faire moi-même, tu vois. Et donc, du coup, je me suis retrouvé en mode il se passe un truc, mais les auto-entrepreneurs, personne n'en parle. J'en parle à qui? Ouais. Et c'est là, ça m'a fait connaître le truc. Je me dis, mais je suis trop bête d'être resté dans mon coin. Parce qu'il y en Mm. a qui vivent exactement la même situation que moi. Et c'est forcément ces personnes-là qui seront à même à me répondre. Ouais, et puis qui vont comprendre ce que tu vis parce que même Ouais, des fois ils l'ont vécu et des fois tu as les mêmes problématiques. exactement. Donc Merci beaucoup à toi, Lucille, pour tes conseils précieux, ta bonne humeur et ta créativité. Cet épisode était plein de belles idées pour inclure plus d'illustrations dans nos communications, et j'avais enregistré cet épisode il y a déjà 1 an, bien avant de savoir que j'ouvrirais mon gîte si vite. Résultat, j'ai écouté tes conseils pour imaginer l'univers de la communication de mon futur gîte, la maison qui dure. Je sens que je vais bien m'amuser à la partager. Il n'y aura pas qu'un logo, croyez-moi. J'espère que cette seconde partie vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre le cadre d'intervention d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Car oui, on entend beaucoup parler de graphiste dans la communication en général, mais c'est bien 2 métiers différents. Je voulais une fois de plus remercier Lucille pour son partage autour de la peur de se lancer. Qu'importe le projet, que ce soit passer en freelance ou devenir propriétaire de gîte, passer d'un état à l'autre peut être très compliqué pour beaucoup de monde. C'est souvent rare notamment de le partager. Alors merci beaucoup pour ta franchise et ta sincérité. Je me souviens que lorsque j'avais enregistré cet épisode avec elle, je m'étais retenu très fort de lui annoncer la présence de Thomas dans le podcast pour ce même sujet. Les planètes étaient encore très bien alignées. L'épisode n'était pas encore planifié, mais c'était dans les cartons. Si tu veux toi aussi des conseils pour mieux vivre ton étape de transition professionnelle, je te laisse écouter l'épisode 24 et 25. Je te propose de nous retrouver le lundi 27 mars pour un épisode solo. N'hésite pas entre-temps à noter le podcast sur ton application de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aidera à le diffuser plus largement et surtout à aider plus de personnes qui, comme toi, souhaitent un marketing à leur image et impactant. Je te souhaite une très belle semaine et à très bientôt pour continuer à booster ton gîte.